numéro avec un titre évocateur, Sens caché. Expliquez-nous le principe. Alors dans le tourbillon de l'actualité, aujourd'hui tout va très vite, on a décidé de prendre du temps et de chercher le sens caché. Des événements, d'un discours, ça peut être un mot, une image ou une tendance. Alors pour cette première, quel sens caché avez-vous débusqué, Élise? On s'est intéressé au discours de Marine Le Pen. Marine Le Pen dit-elle la vérité, comme elle l'affirme souvent? Alors nous avons vérifié les chiffres, comparés aux faits. On s'est intéressé aussi au choix des mots. Que dit-elle? Et surtout, dit-elle autre chose que son père? Une chercheuse a analysé presque scientifiquement ces discours et vous allez voir, si les mots sont nouveaux, les idées, elles, n'ont pas vraiment changé. Voici donc votre reportage, Élise. Marine Le Pen, la bataille des mots. Vous l'avez réalisé avec Guylain Delaval. Il a été tourné avant les attentats du 13 novembre dernier. Regardez. Ce jour-là, j'ai rendez-vous à Calais pour assister à un meeting de campagne de Marine Le Pen. J'ai en tête les reproches qu'elle fait très souvent aux journalistes. Non, vous résumez de manière caricaturale. Vous écoutez en fait plus que vous ne m'écoutez, c'est ça. C'est le problème du journalisme actuel. Nous allons justement la prendre au mot, l'écouter attentivement. Dans ce cabaret, transformé en tribune politique, 500 personnes accueillent la candidate du Front National. Mes chers compatriotes, je dis bien mes chers compatriotes, car nos élites du NPS ont la fâcheuse tendance à vous exclure de la communauté nationale. Vous, citoyens de Calais, vous êtes régulièrement oubliés, méprisés et humiliés. Très vite, Marine Le Pen parle d'immigration. Le message est clair, la France ne peut plus accueillir de migrants. Nous avons atteint le seuil de saturation depuis bien longtemps. Un thème qu'elle décline longuement pendant ses 50 minutes de discours. Elle conclut avec un mauvais présage qui, selon elle, menace la région et la France. Mais si nous échouons en décembre, ils redoubleront d'efforts pour faire venir toujours plus d'immigrés clandestins. Ils vous demanderont toujours plus de vous pousser pour les loger. Mes chers amis, le redressement national commence ici, à Calais. Les 6 et 13 décembre prochains, faites le choix d'une présidente courageuse et d'une région Dans la salle, le même mot revient dans la bouche des militants. La vérité. Que des vérités. Elle n'est pas aussi extrême que son père, mais elle est juste. Il est effrayé, Marine est très... Oui, elle a une façon de parler qui fait qu'on a envie de voter pour elle. Nous nous sommes plongés dans des dizaines d'heures de discours et d'interviews de Marine Le Pen. Nous les avons montrés à des spécialistes. Nous avons vérifié les chiffres, les faits, étudié le langage. Marine Le Pen dit-elle la vérité? Que dit-elle et comment le dit-elle? Quels sont ses mots? En quoi est-ce que ses propos diffèrent de ceux de son père? Vous recevez ce matin la présidente du Front National. Marine Le Pen, la présidente du Front National, est notre invitée ce matin. Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Depuis le début du mois de septembre, avec la crise des migrants, c'est dans l'air du temps. Marine Le Pen enchaîne les interventions médiatiques. Moi, ce que je vois surtout, c'est que nous sommes confrontés à une situation catastrophique, dramatique, et ça n'est que le début, car le réservoir est inépuisable. Ils vont arriver ici. Mais ils arrivent déjà, monsieur Brézé. Mais où? Sortez du 16e, bon Mais sang. dites-nous. Ils arrivent déjà. Marine Le Pen dit-elle la vérité, pour reprendre l'expression des militants? Au-delà des images d'actualité frappantes, que disent les faits et les chiffres? Je suis allée pousser la porte de l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés. Marine Le Pen dit-elle vrai ou faux? À partir du moment où on ne prend pas les mesures nécessaires, l'immigration ne va faire que s'aggraver. Aujourd'hui, on se retrouve, honnêtement, avec une véritable submersion migratoire. Enfin, On n'est pas envahi du tout au regard des chiffres. Aujourd'hui, nous sommes confrontés en Europe à un afflux léger en comparaison avec les pays qui sont voisins de la Syrie ou voisins de l'Irak, qui eux accueillent
énormément de réfugiés. Plus de 4 millions de Syriens ont fui leur pays depuis 4 ans. Où sont-ils allés? 2,2 millions en Turquie, 1,2 million au Liban et 400 000 en Europe, soit moins de 10%. Aujourd'hui, les réfugiés représentent un tiers de la population du Liban. C'est comme si en 4 ans, la France avait accueilli 22 millions de réfugiés. Elle va accueillir 24 000 Syriens, soit moins de 0,04% de sa population. La plupart de tous les réfugiés syriens que j'ai rencontrés au Liban, en Jordanie, qui y sont maintenant depuis plus de 4 ans, ce qu'ils veulent avant tout, c'est rentrer chez eux. Et ce n'est pas le rêve d'aller en Europe. Au-delà des réfugiés, Marine Le Pen parle beaucoup d'immigration. Ça tombe bien, j'ai rendez-vous au musée de l'immigration à Paris. 2 chercheurs vont nous aider à y voir plus clair. Gringoire, donc, qui est un organe d'extrême droite, dès 1937, s'en prend aux réfugiés espagnols républicains. Les premiers réfugiés sont déjà représentés comme une foule infinie, puisqu'elle est encore là à l'horizon. Elle est menaçante, ils ont le poing levé, ils ont des mines patibulaires extrêmement inquiétantes. François Héran est démographe. Il travaille sur ces questions depuis 30 ans. Je veux vous redire une fois pour toutes qu'il est impossible d'assimiler une immigration aussi massive que celle que nous vivons depuis maintenant des décennies. 10 millions d'étrangers entrés dans notre pays en 30 ans. D'abord, ça n'est pas 10 millions, c'est à peu près 7 millions. 10 millions! Mais quel pays est capable d'assimiler cela? Si vous prenez tous nos voisins, l'Allemagne a absorbé 14 millions d'étrangers dans 30 ans, la Grande-Bretagne aux environs de 13, 14, l'Italie aux environs de 10, enfin tous les grands pays européens dont la population est comparable font un peu plus que nous. Notre pays connaît depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était il y a 8 ans, chaque année, 200 000 entrées légales par an sur son territoire. C'est vrai, c'est plus de 200 000 entrées permanentes par an en France. Jean-Christophe Dumont est économiste à l'OCDE. C'est un chiffre qui ne bouge pas, qui reste à ce niveau dramatiquement haut. Le chiffre est correct, mais elle donne l'impression que ce sont plus de 200 000 personnes qui s'installent définitivement chaque année en France. Ce n'est pas la réalité. Au bout d'un certain temps, environ un immigré sur 2 repart. L'immigration d'aujourd'hui est une immigration économique, dans un pays économiquement exsangue, qui grève nos comptes sociaux, pèse à la baisse sur nos salaires, déstabilise le marché de l'emploi. La réalité, au niveau macroéconomique, c'est que l'immigration n'a pas d'effet significatif sur les salaires et le chômage. On sous-entend que l'économie est un gâteau et qu'on a plus de convives, donc on va faire des plus petites parts pour partager entre tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne l'économie. Parce que quand des gens contribuent au marché du travail, ils contribuent à faire augmenter la taille du gâteau. Si Marine Le Pen ne dit donc pas toujours la vérité, pourquoi son discours parle-t-il autant aux électeurs? Criez votre colère! Hurlez votre espérance! Et surtout, pourquoi ces mots à elle convainquent plus que ceux de son père? Bougez-vous! La réponse, nous allons la trouver sur la côte ouest des États-Unis. 12 heures de vol, largement de quoi se replonger dans tous les discours de Marine Le Pen. C'est en Californie, à la prestigieuse université de Stanford, que m'attend une chercheuse française. Cécile Alduy est professeure de littérature. Nous sommes a priori très loin de la politique. Et pourtant, il y a 2 ans, elle a décidé de s'intéresser à la rhétorique de Marine Le Pen, de la façon la plus scientifique possible. Là, ce sont tous les discours de Jean-Marie Le Pen dans la base de données, et on a un autre fichier pour Marine Le Pen. On a donc compilé 500 textes de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, de 1987 à 2013. Et on essaie de voir c'est quoi les zones où ils se superposent, où ils disent la même chose avec les mêmes mots.
Près d'1 million de mots passés au crible du logiciel. Et la surprise, il y a peu de superposition. En bleu, les expressions de Marine Le Pen. En rouge, celles de son père. Et donc là, la première chose, c'était grosse surprise quand même. Parce qu'il y a très peu de mots qui sont communs. Mais c'est pas de l'ordre de l'intuition. Ah ben non, c'est vraiment pas du tout mon intuition d'ailleurs au départ. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de recoupements dans les expressions utilisées. Mais elle a son style, au sens vraiment littéraire du terme, son idiolecte, à elle. Et donc elle choisit ses propres expressions. Et donc le choix des mots, ça semble, un petit peu anodin à la surface, mais en politique, c'est ça qui va faire le succès ou l'insuccès. Ce soir, Cécile Alduy donne une conférence à Stanford, devant d'autres universitaires, pour rendre compte des résultats de son travail. Le principal élément qui émerge, c'est que Marine Le Pen fait de la réédition très habile des discours de son père. Elle sait ce qu'il faut couper, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut ajouter. Et d'abord, elle utilise le bouton « Supprime ». Marine Le Pen a effacé certains mots. Jamais elle ne parle de race, ni de français de souche. Aucun jeu de mots antisémite, fini les chambres à gaz, point de détail de l'histoire. Les algorithmes que Cécile a utilisés lui ont révélé autre chose. Marine Le Pen n'a pas le même discours en fonction de son auditoire. Par exemple, sur l'immigration. Là, ce sont les mots les plus fréquents associés à l'immigration à la télévision. Ce qui vient d'abord, c'est la dimension économique. Dépenses, financement, économie, chômage. Quand elle est devant les militants, ce n'est plus du tout la même musique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le logiciel. Elle parle de ravages de l'immigration, solitude, isolement et la menace sur notre prospérité, notre sécurité, notre unité et notre identité. Démonstration, extrait à l'appui. Et celle-ci s'est plutôt bien déroulée. Encore une fois, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse. Je ne suis pas raciste. Je dis que l'immigration est un problème économique et qu'il faut le traiter comme un problème économique. Ça, c'est une phrase qui illustre vraiment la façade médiatique du discours sur l'immigration du Front National aujourd'hui. Ça réduit l'immigration à quelque chose de rationnel. Elle dit qu'il faut une immigration raisonnable et une logique purement arithmétique. C'est mathématique, il y a 5 millions de chômeurs, il y a 8 millions de pauvres. En gros, c'est pas que ce sont des immigrés, c'est que ce sont des gens en plus. Sorti des plateaux de télévision, le message n'est plus le même. Ces chiffres montrent que non seulement l'immigration en France n'a pas été freinée, mais qu'elle est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. On entend dans certains quartiers que lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une famille immigrée qui la remplace dans son appartement HLM. Le remplacement, c'est une obsession du Front National. C'est une obsession de longue date, qui a déjà été exprimée de multiples fois par Jean-Marie Le Pen, y compris dans ses programmes électoraux. Quand on l'interroge, je dis « non, je crois pas du tout aux théories de complot, je suis très rationnelle, etc. » Mais Marine Le Pen, quand elle est face aux militants, elle en parle. C'est quoi le grand remplacement? Alors, le grand remplacement, c'est une thèse qui a été élaborée par Renaud Camus, qui dit que il y a donc un complot mondial qui est organisé pour que des populations immigrées viennent et remplacent les Français de souche. Est-ce que ça renvoie à l'idée d'un grand remplacement? Non mais en l'occurrence, je n'ai pas utilisé ce terme, et j'ai fait encore une fois une référence parce que je crois que est-ce que ça renvoie à l'idée soutenue par ça vous obsède, ça. Vous êtes un combattant sémantique. Ah, vous adorez ça, les débats de mots, etc. Et effectivement, elle prend bien soin de ne pas utiliser le mot remplacement lorsqu'elle est à la télévision ou la radio. Donc, elle va lisser son vocabulaire pour présenter une image présidentiable, de gouvernante qui gérerait très bien la Maison France. Un double discours qui n'est pas inhabituel. Voici un autre exemple, ce qu'est être français pour Marine Le Pen, ici sur France 2. Je tiens, et merci de me permettre de le faire, à rappeler une bonne fois pour toutes. La priorité nationale est un avantage donné en matière d'emploi ou de logement aux Français, pas aux Blancs, pas aux Français de souche, à ceux qui ont la nationalité française, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. En meeting, la définition change du tout au tout. Il faut une nature.
pour naturaliser français, il faut une nature française, une terre française, un air français. On ne naturalisera jamais dans une morne grisaille de béton et de bétume. On ne naturalisera d'ailleurs aucun jeune Français, même si ses parents sont Français depuis des générations, sans qu'ils ne se reconnaissent une terre, une souche, des racines. En implicite, les jeunes des cités ne peuvent pas devenir français parce qu'ils vivent dans le bitume, dans la cité, dans le béton. Et c'est toute l'ambiguïté de Marine Le Pen. C'est-à-dire, à un moment donné, elle va dire ce qui est important, c'est avoir les papiers d'identité français. Et de l'autre jour, elle va revenir dans la vision de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire une vision biologique de la nationalité française. Et c'est à longueur de temps comme ça. Et selon le moment, elle va avoir telle ou telle posture. Stéphane Vanish a travaillé avec Cécile Alduy, la chercheuse de Stanford. Il avait fait le même exercice, il y a 15 ans, avec les textes de Jean-Marie Le Pen. Et la grande surprise, c'est que ce n'est pas aussi différent qu'on le pensait. Au départ, on était parti sur un principe qu'il y avait une véritable coupure entre le père et la fille. Et en fin de compte, la coupure est certes sémantique, mais pas idéologique. Non, nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes passionnément francophiles. C'est la novlangue de Marine Le Pen, c'est-à-dire que au lieu d'être négative, elle va essayer de positiver en créant de nouveaux mots pour éviter les aspects négatifs, pour pouvoir attirer un nouvel électorat. Passionnément francophile. Nous ne voulons plus. Parce que vous êtes chez vous. Pourquoi vous souriez, là? Parce qu'elle s'exclut. Ses militants et ses sympathisants sont restés les mêmes. Et On est chez nous, qui est maintenant le slogan de l'extrême droite en France, prouve que rien n'a changé, en fait. Du coup, elle reprend le slogan de la foule en disant « vous êtes chez vous » et pas « nous sommes chez nous », parce qu'elle veut pas être, responsable du dire de cette foule. Et je trouve que c'est assez doué, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va s'auto-exclure du slogan traditionnel de l'extrême droite pour rester acceptable. Quand est-ce que Marine Le Pen dit vrai? Quand elle parle à la télévision ou qu'elle s'exprime devant ses militants? Comment s'y retrouver dans ce double langage et ces euphémismes? D'autant plus qu'elle s'est emparée de concepts marqués à gauche. Le meilleur exemple, la laïcité. La laïcité partout et tout le temps. La laïcité, voilà que je suis la seule à la défendre. J'interdirai les signes religieux ostentatoires pour les usagers des services publics. Je n'ai pas à connaître la religion de la voyageuse qui est à côté de moi dans le train. Comment on va réaliser cette mesure? Ça veut dire qu'il faut mettre de la police dans le métro. Vouloir faire la chasse à une femme parce qu'elle a un foulard. Et puis, encore une fois, ça veut dire aussi les hommes qui portent une kippa. Il n'y a aucune raison dans ce cas-là. Et puis les gens qui ont des croix, les gens vont pas accepter, ils vont protester. Tout ça. Quand ils vont voir, même ceux qui croient qu'ils sont d'accord, quand ils vont voir ce que ça signifie, ils vont protester. Pardon. Jean Bobéro est historien, le spécialiste de la laïcité en France. Interdire les signes religieux ostentatoires lui semble non seulement irréaliste, mais totalement contraire au principe même de la loi de 1905 qui définit la laïcité. Voilà. Merci. Elle change l'esprit de la loi. En 1905, il y a eu un débat sur le port de la soutane. Et Aristide Briand, le père de la loi de 1905, a dit que la séparation des églises et de l'État, c'était un régime de liberté et qu'il n'était pas question d'interdire aux gens de se vêtir comme ils le voulaient. Elle a réussi vraiment son OPA, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la laïcité française qu'un parti d'extrême droite peut s'emparer de ce thème de la laïcité et le mettre à sa sauce, je dirais. Ce qui inquiète Jean Bobéro,
C'est la façon dont Marine Le Pen utilise la laïcité pour cibler la communauté musulmane. Je me bats pour préserver la laïcité parce que j'y tiens. Or aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais enfin, il n'y a pas de juifs qui combattent la laïcité, il n'y a pas de catholiques qui combattent la laïcité, où ils sont si peu qu'on les a à peine vus. En revanche, il existe des groupements politico-religieux qui sont... Quand Marine Le Pen s'est emparée du thème de la laïcité, eh bien, si vous écoutez attentivement ses discours, quand elle dit « j'ai pas à connaître la religion de ma voisine dans le train », tout le public comprend qu'en fait, seules les femmes qui portent un foulard sont visées, puisqu'elle parle de la voisine. Laurin de Saint-Affrique n'est pas historien, ni chercheur. C'est l'ancien conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen, exclu du parti en 1994. Comment faire pour que lorsqu'il est question d'islam et d'islamisme, on ne soit pas automatiquement accusé de pratique ou de volonté discriminatoire? C'est très simple, il suffisait de capter le thème de la laïcité. Eh bien là, elle atteint tout de même des couches de la population qui jusqu'à présent pensaient racisme, et qui maintenant voit liberté républicaine grâce à ce mot dont elle s'est emparée avec beaucoup d'efficacité. Laurin de Saint-Affrique croit pourtant déceler quelques grains de sable dans ce nouveau langage. Par exemple, lorsqu'elle compare les prières de rue à l'occupation. Et puis il y a eu des prières sur la voie publique. Je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler. Ou sur un tout autre sujet, lors du dernier discours du 1er mai 2015, en hommage à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une icône française car elle symbolise à elle seule l'esprit de résistance, la foi en son pays et le triomphe de la volonté. Près de 6 siècles... Le triomphe de la volonté, ça vous avait fait réagir à l'époque? Oui, c'est vrai, parce que je ne savais pas que la cinéphilie de Marine Le Pen pouvait aller jusqu'à s'intéresser au cinéma allemand des années 30. Le triomphe de la volonté, c'est avec Les Dieux du Stade, l'un des 2 grands films d'une réalisatrice cinéaste allemande qui s'appelait Leni Riefenstahl et qui était la grande cinéaste de la période du national-socialisme. Et donc voir Marine Le Pen dans le même discours évoquer Jeanne d'Arc, le triomphe de la volonté, pour une oreille un petit peu attentive, ça a de quoi surprendre. Est-ce que ça ne peut pas être un hasard? Est-ce qu'on vous l'entendait souvent, l'expression triomphe de la volonté dans la vie courante? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, pour une responsable politique, députée européenne, imaginez si elle dit ça à des collègues allemands, eux, ils vont réagir. Bon, elle ne peut pas se permettre ce genre de choses. Il y voit dans les 2 cas des allusions volontaires, sorte de gages envoyés par Marine Le Pen à sa frange la plus radicale. Il y a eu aussi beaucoup de soutiens qui ne sont pas des soutiens chrétiens-démocrates, si je puis dire, voyez-vous. Et on sait quel part ils ont eu, y compris personnellement pour Marine Le Pen, dans son accession à la présidence du Front National. Et donc il faut quand même, de temps en temps, envoyer quelque chose de ce côté-là. Un peu tiré par les cheveux, peut-être. D'autant plus que dans ce contexte de brouille père-fille, Laurin de Saint-Affrique vient de se réconcilier avec Jean-Marie Le Pen. Ils retravaillent dorénavant ensemble. Pourtant, nous avons trouvé d'autres allusions. Comme dans cette interview donnée à Radio Classique au mois de septembre dernier. Aujourd'hui, on se retrouve honnêtement avec une véritable submersion migratoire. Enfin, je veux dire, j'appelle tous ceux qui nous écoutent à lire ou à relire Le Camp des Saints de Jean Raspail. Ce roman, publié en 1973, raconte l'arrivée imminente d'1 million de migrants sur les côtes françaises. Voici un résumé par son auteur. Ils débarquent. Si on les laisse débarquer, il y en a 5 millions qui arrivent derrière, n'est-ce pas? Et on sera envahi. Quelle est la solution? On tire dans le tas ou on laisse faire? C'est ça le Camp des Saints. Pour le narrateur, les patriotes sont ceux qui défendent la race blanche et veulent tirer sur les migrants. Page 251. C'est le devoir de tout citoyen conscient de sa culture, de sa race et de sa religion de prendre spontanément les armes. C'est le fusil de chasse à la main que j'attendrai l'armée en haillons de l'Antéchrist. Page 51. Ils couvriront de caca votre terrasse, s'essuieront les mains aux livres de votre bibliothèque. Au moins 87 passages seraient aujourd'hui susceptibles de poursuites pour incitation à la haine raciale.
Marine Le Pen n'hésite pourtant pas à mettre ce livre en évidence. Il était déjà présent à l'arrière-plan de cette interview diffusée dans le journal de 20h en avril 2013. Ça va faire plaisir à une certaine partie de son électorat qui peut-être se reconnaît dans ce livre. Donc c'est vraiment une sorte de clin d'œil à la base à peu de frais, puisque elle-même ne peut pas être condamnée, c'est pas elle qui a écrit ce bouquin, elle se dédouane de tout racialisme, et en même temps, elle promeut dans l'espace public, elle fait la pub d'un livre qui est profondément raciste. Langage à tiroir, allusion. L'idéologie d'extrême droite est moins visible, mais toujours présente. Qu'en est-il des programmes ? Quelle différence entre le père et la fille ? À San Francisco, nous retrouvons Cécile Elduy chez elle. La chercheuse a épluché, comparé les programmes de Jean-Marie Le Pen en 2002 et Marine Le Pen en 2012. Ça, c'est celui de 2002. Ça commence « Libérons la France ». La mémoire, le sacré. Et c'est vraiment comme un livre d'explication de la vision du monde de Jean-Marie Le Pen. Et ça, cette fois-ci, c'est le programme politique du Front National pour 2012. Et alors ça, c'est une mise en scène totalement différente. C'est aussi gros, hein. C'est les mêmes mesures hein, qu'on regarde dans le détail, mais c'est par ordre alphabétique. C'est une sorte de menu. Et on peut choisir selon nos centres d'intérêt. Donc, vous êtes agriculteur, vous allez regarder à A, agriculture. Mais vous n'allez pas voir justement que à politique familiale, il y a des mesures qui vont dans le sens de favoriser la natalité des Français nés de Français uniquement. Donc, cette idée d'un programme à la carte, ça dilue l'idéologie qui est derrière. Mais les fondamentaux sont les mêmes. Ceux qui financent le programme économique, même s'il a un petit peu changé, c'est la priorité nationale, qui est la mesure phare de Jean-Marie Le Pen. Parmi les mesures défendues par Marine Le Pen, quelques-unes ont attiré notre attention. Je ne veux plus de manifestations de clandestins ou de soutien aux clandestins. Elles seront interdites. Quand elle dit « je veux plus qu'il y ait des manifestations des droits des clandestins », donc on dit bon, les clandestins sont clandestins par définition, pourquoi pas. Mais ceux qui les soutiennent, et là ça devient un vrai problème, c'est-à-dire que des Français qui voudraient manifester ne pourraient pas parce que ça serait interdit par le Front National. Et là, on a une atteinte directe à la démocratie et au droit d'expression. En l'écoutant, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas eu le droit de manifester pour l'IVG, par exemple, dans les années 70-80. Nous rétablirons la liberté syndicale, la vraie. Partout, nous permettrons la création de syndicats véritablement libres, qu'alors rejoindront les salariés, les fonctionnaires, les employés, les ouvriers, les agriculteurs, qui par millions viennent à nous. Alors, ce qui est très dangereux, c'est qu'un État, un parti politique n'a pas à créer de syndicats. C'est une affaire privée, les syndicats. Ça commence à être beaucoup, c'est-à-dire tous les corps intermédiaires et les moyens d'expression doivent être contrôlés pour maîtriser totalement la société française. Jean-Marie Le Pen voulait transformer la société avec ses idées et ses propres mots. Le complot euro-mondialiste. La fraternité qui seule réconcilie. Marine Le Pen veut prendre le pouvoir avec les mots des autres. Oui, la France. Les idées, elles, n'ont pas vraiment changé. Et cette rubrique Sans se cacher, vous la retrouverez désormais régulièrement le jeudi dans Envoyé spécial.